Bonjour, cette petite vidéo est destinée à présenter l'utilisation de Context Capture sur un set de données relativement modeste. Je ne prétends pas ici vous expliquer comment traiter des sets de photos de plusieurs dizaines de milliers de photos. Ça a des contraintes qui sont au-delà de ce qu'on souhaite faire ici dans la petite démo. Donc en fait, ici, je vais présenter l'application de manière générale. Donc Context Capture est composé principalement de trois outils actuellement. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais actuellement, il y a trois outils. Euh, le viewer qui va permettre de réaliser, de visualiser les données qui ont été produites. Le Context Capture Master qui est en fait l'interface utilisateur de Context Capture et le Context Capture Engine qui est en fait le module de calcul, donc l'outil de calcul de Context Capture. Donc c'est lui qui va se charger de réaliser tous les calculs. Alors pourquoi est-ce qu'on a dissocié la partie interface utilisateur de la partie calcul? Simplement parce que Context Capture existe en deux éditions, une édition desktop et une édition center. L'édition desktop est destinée à être installée sur un poste unique. La Context Capture Center va permettre de faire réaliser le calcul par plusieurs engines sur des machines différentes. Et donc, voilà la raison pour laquelle l'outil est décomposé de cette manière. Bien. Euh, Avant de démarrer l'interface utilisateur ici, puisque je vais réaliser du calcul, je vais démarrer le Context Capture Engine de manière à ce qu'il se mette dans un état d'attente. Il va être dans un état d'attente de traitement d'une liste de jobs que l'on va lui soumettre. Je vais démarrer également l'interface, le Context Capture Master, de manière à pouvoir maintenant définir mon projet et réaliser le paramétrage du calcul. Donc je vais créer un projet que je vais appeler Barn 3. C'est le nom du site sur lequel les photos ont été prises. Donc je vais faire OK. La première chose à faire, ça va être d'importer les photos. Alors là, j'ai la possibilité de sélectionner une sélection de photos, d'ajouter un répertoire ou encore plus simplement de sélectionner mes photos dans mon répertoire euh, et simplement faire un glisser-déposer dans mon application. Voilà qui est fait. Donc ici, ce que je vais pouvoir voir, c'est que j'ai importé 19 photos. C'est un petit site évidemment. Il a été retrouvé des données caractéristiques euh, qui concernent les photos et il les a stockées dans un photogroupe. Donc un photogroupe, c'est simplement un ensemble de photos qui ont les mêmes caractéristiques. Donc le même appareil, le même senseur évidemment, la même distance focale, etc. Si on avait fait un zoom par exemple, on aurait changé la distance focale et on aurait eu un second photogroupe. Context Capture a la capacité de traiter également des photogroupes en une seule passe, plusieurs photogroupes qui ont été saisis avec des appareils photo différents. Bien. La première chose, c'est, on va regarder un petit peu ici la prévisualisation de nos diverses photos. Ici, on va voir que les photos ont été prises avec un smartphone, donc c'est pas des photos de très très grande qualité, mais on va voir quand même que le résultat est quand même tout à fait honorable. On va également constater que nos photos ne sont actuellement pas géoréférencées. On ne va pas les géoréférencer, mais par contre, on va avoir la possibilité de recalculer la position des photos les unes par rapport aux autres, de manière spatiale. Donc pour ça, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle l'aérotriangulation. Donc en fait, euh,
le principe, c'est que sur chacune des photos, il va aller déterminer des points clés, donc des points caractéristiques, euh, qu'il va comparer de photo en photo. Et donc, on va avoir un point de vue ou plusieurs points de vue et plusieurs points qui ont été pris. Et donc, on va pouvoir faire une triangulation et redéterminer, alors, avec un grand nombre de points, déterminer de manière précise la position spatiale de chacune des photos, les unes par rapport aux autres. Ici, il n'y a pas de mise à échelle qui va être faite, il n'y a pas de coordonnées réelles qui vont être introduites. On va simplement les positionner spatialement les unes par rapport aux autres. Donc, la première étape, ça va être donc cette fameuse phase d'aérotriangulation. Donc ici, on va voir que c'est beaucoup du clic-clic, hein, donc il n'y a pas vraiment de grandes connaissances à avoir au départ pour réaliser un premier projet. Donc ici, je vais lui demander de calculer la verticale de manière automatique. Je vais ici pouvoir éventuellement augmenter la densité des points clés, modifier le mode de reconstruction en multipass par exemple pour avoir une meilleure précision. Mais a priori, à la base, les paramètres par défaut sont déjà bien sélectionnés et vont pouvoir être utilisés tels quels. Donc je vais soumettre mon aérotriangulation. Donc on va voir maintenant dans l'aérotriangulation qu'il va passer par plusieurs phases. Donc la première phase ici, il va faire l'extraction des points clés. Donc sur chacune des photos, il va analyser d'une manière un peu logique euh, chacun des pixels de la photo et son entourage de manière à déterminer si c'est typiquement un point qui va pouvoir être retrouvé sur d'autres photos. Et puis la deuxième phase, il va mettre en correspondance les points de manière à faire correspondre un point clé d'une photo avec le même point clé sur une autre photo. Et donc directement, on va avoir la possibilité de visualiser le positionnement des photos, des prises de vue, plus exactement, les unes par rapport aux autres. On va retrouver effectivement chacun des points clés ici qui constituent notre petit bâtiment. On voit que sur les arêtes, il a déterminé qu'il y avait plus de points clés. Il y a du colombage. On va retrouver ces éléments caractéristiques déjà sur les points clés. Maintenant, on est encore très loin d'avoir un modèle exploitable. Bien, si on regarde notre nos divers éléments. Ici, on va retrouver effectivement nos photos qui ont maintenant des coches vertes ici, disant elles sont connues en position. Euh, on va pouvoir également retrouver les points clés de chacune des photos. Euh, voilà, ici dans l'onglet Survey, on va voir tous les points clés qui ont été déterminés de manière automatique sur chacune des photos. Et donc on voit ici des points clés qui sont en vert ou en jaune. En fait, c'est suivant la qualité de précision du positionnement. Et donc ici, on va voir que on a une erreur de calcul qui n'excède pas les 0,5 pixels. Par contre, si on clique un point jaune, on va avoir des erreurs qui sont un peu plus importantes. Au-delà d'une certaine limite, les points sont éliminés parce qu'ils sont considérés comme étant mauvais. D'accord? Et donc ici, chaque fois que l'on clique sur un point, on va pouvoir voir dans la liste ici les photos qui sont colorées et qui sont les photos sur lesquelles on va retrouver le même point. Donc si on change de photo, on va voir que le système a bien identifié un point caractéristique comme étant un point clé particulier. Bien, lorsque ce traitement est fait, on va avoir la possibilité,
simplement de créer ce que l'on appelle une reconstruction. Donc la reconstruction, ça va créer l'enveloppe 3D du modèle. Ici, ce que l'on peut faire éventuellement, c'est dans le menu Spatial Framework, on va pouvoir aller, je vais agrandir un peu ceci, on va pouvoir aller définir d'une manière un peu plus précise l'enveloppe que l'on souhaite, dans laquelle on souhaite réaliser le calcul. Donc ça permet de limiter l'étendue de la zone calculée et donc d'accélérer le calcul, la vitesse de calcul. Ce que l'on peut faire également, c'est dans le cas où on a un modèle plus large, on va pouvoir réaliser ce que l'on appelle du, du tiling. On va pouvoir décomposer le modèle en tuiles et ces tuiles vont être calculées de manière séparée et donc ça va permettre de réduire en fait les besoins en mémoire. Donc je vais maintenant, ma reconstruction étant paramétrée, je vais définir la manière dont je vais produire ma donnée. Et donc ici, je vais effectivement pouvoir définir un nom, évidemment. Je vais pouvoir lui dire que je veux sortir un mesh 3D, un nuage de points, une orthophoto horizontale, un mesh pour faire de la retouche. Donc là, ça va permettre de faire des corrections sur le modèle avant de faire une génération finale ou de générer simplement un modèle euh, abstrait, je vais dire, qui va permettre d'accélérer les données. Mais ce modèle abstrait est de toute manière calculé, quoi que quelques choix que l'on fasse ici dans la liste de production. Donc je vais sélectionner le modèle 3D Mesh, c'est celui qui est le plus parlant. Ici, je vais maintenant définir le format de ce 3D Mesh que je vais utiliser. Donc, on va pouvoir utiliser soit le format 3MX ou le format 3SM, qui sont deux formats Bentley. On va pouvoir éventuellement exporter en format DGN directement. Donc, le format DGN, c'est le format de fichier de microstation et le format le plus répandu chez Bentley. On va pouvoir exporter en FBX, en OBJ, en Collada, en STL pour faire de l'impression 3D par exemple, et ce genre de choses. Bien, on va pouvoir également préparer le set de données de manière à ce qu'il puisse être publié très facilement sur le web. Je ne vais pas cocher cette option dans l'exercice présent. Bien, je soumets mon calcul. Et on va voir que en quelques minutes, quelques, quelques minutes, on va. Bien, la production étant terminée, on va pouvoir maintenant découvrir le résultat. Donc je vais recliquer sur la production qui a été réalisée, voir dans 3D View, et je vais découvrir maintenant le modèle tel qu'il a été réalisé. On voit que la qualité, même si les photos originales étaient d'une qualité moyenne, puisqu'elles ont été faites avec un smartphone, donc avec une résolution de l'ordre de 10-12 mégapixels, on va effectivement avoir un résultat qui est assez honorable. Euh, Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait qu'on allait pouvoir faire des petites corrections, éditer le mesh avant de faire une reconstruction. Par exemple, ici, on a un petit appendice qui a été généré.
En fait, il s'agit d'une chaîne qui empêche le passage des personnes. Bien ça, on va pouvoir l'éliminer de manière à ne plus avoir cet appendice disgracieux. Voilà. Euh, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter ou à m'envoyer un email sur info@b4.be. Je vous remercie de votre attention.